bonne émission. Merci. Merci. Bien, bonjour, vous êtes sur KTB Radio et vous êtes dans l'émission Comment ça va? C'est déjà l'épisode 5. Voilà, un mois d'existence de la radio. Et aujourd'hui, on va aller dans le monde de la santé mentale, de la psychiatrie, de choses qui existent. Alors la première chose, c'est... Je vais faire un petit tour de ces 3000 auditions déjà citoyennes qu'on a pu faire. Quand j'ai démarré ces auditions avec 70 personnes plus ou moins, comment ça va? Eh bien, il y avait plus ou moins une proportion de 20% des gens qui nous disaient ça va pas. Puis il y a eu le Covid, et puis on est passé à plus de 30% des gens qui nous disent bah moi, la montagne est belle, mais ça va pas. Et qui à un moment même de l'audition vont nous dire qu'il y a des choses qui vont pas, que ce soit la France, que ce soit la planète, que ce soit l'avenir pour leurs enfants, qui est vraiment, je pense, la peur d'un avenir pour leurs enfants. Ben, on était à 60 quand j'ai démarré et on est à 75. Et donc voilà, la question ça va pas. Il y a beaucoup de gens qui adorent être sur notre territoire, qui vraiment le trouvent magnifique, qui le trouvent beau. Et ça pose plein de questions. Alors comme question que j'ai, ben, on a plein de questions liées. Pourquoi ça va pas? Ben parce que soit il y a la difficulté de trouver du travail, un territoire qui fournit plus assez de travail, où on travaille, on n'y trouve plus sens. Ou alors il y a la peur du réchauffement climatique, la peur de finir la fin du mois. Il y a aussi du non-sens, la bureaucratie qu'on doit faire à tout moment, etc. Et dans ce coin, eh bien, à la fois, il y a des villes qui ont vécu sur des questions d'accueil, en tout cas, de personnes en difficulté mentale, parce que c'était un beau pays, parce que souvent, je passe la musique « La montagne est belle », parce que ça me parle beaucoup, et parce que vraiment, beaucoup de gens me disent « La montagne est belle », et en fait, pas mal de gens après disent « Oui, mais... et comment faire un atout de cette montagne qui est belle ?» Et on sait bien que... l'économie telle qu'elle avait été vue dans le général de Gaulle, c'est-à-dire le plan neige, le plan, donc c'était le plan montagne, le plan parc, avec la question du tourisme, et le plan barrage, eh bien, il y a la question de l'eau qui risque de se poser à un moment, et comment on va refaire de notre... Et puis il y a la question du tourisme lié aux stations de ski qui risque à un moment d'être vu autrement, comment on va faire avec un monde qui se réchauffe, et quelles sont les forces. Et je pense que le secteur de la santé mentale a beaucoup à dire dans notre territoire, parce que je veux dire, accueillir des gens dans un beau territoire, ça peut déjà faire pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de la table, en tout cas, on a Sandrine, qui est à la CHT du CHBD. On va faire un tour de table d'abord pour se présenter. Tu peux te présenter rapidement et après ça, on va aller en profondeur. Donc, bonjour, moi c'est Sandrine, je suis infirmière depuis 20 ans en pavillon d'entrée à l'hôpital psychiatrique donc à Laragne, le centre hospitalier Buèche-Durance. Et je suis donc représentante du personnel pour la CGT dans mon établissement. Alors Maria, comment tu peux te présenter? Moi je suis cadre socio-éducatif dans une maison d'accueil qui reçoit essentiellement des personnes avec autisme. Je travaille en tant que cadre depuis 2017 et avant ça j'étais éducatrice spécialisée. J'ai commencé en 2006, au CHBD aussi de Laragne. Fred? Je m'appelle Fred et donc je suis éducateur spécialisé de formation mais en invalidité suite à un AVC. Mais bon, sur Marseille, j'ai bossé avec les enfants dans le secteur social, les enfants placés en foyer. J'ai bossé aussi avec des enfants qui avaient du trouble du comportement et de la conduite dans un ITEP. Et puis après en détention aussi. Et après, dans les Hautes-Alpes, j'ai bossé dans le secteur du handicap, dans un foyer de vie pour adultes handicapés. Et on expliquera en tout cas avec toi... Jusqu'en 2014 à peu près, voilà. Parce qu'il y a plein de ces secteurs-là qui ont fermé. Oui, voilà. Notamment le lieu où je travaillais, Barré-sur-Méouge, qui a été rapatrié sur le Gap. Pour des raisons essentiellement économiques, et on n'a pas du tout pris en compte le bien-être des résidents. Certains résidents y vivaient depuis 30 ans et en 5 minutes on a rayé leur histoire de vie pour les déplacer ailleurs. Et j'ai rencontré des résidents de Barré qui ont entre guillemets pété les plombs et se sont retrouvés à l'hôpital psychiatrique de Laragne.
suite à ce gros changement qui en plus n'a pas été travaillé, quoi. Ah ben, on va aller autour chacun de la table en demandant comment ça va dans le monde psychiatrique, à Laragne, au CHBD, et qu'est-ce que vous faites? Voilà, Sandrine, tu peux aller dans le sens que tu veux. Quelles sont les difficultés aujourd'hui de la psychiatrie et de ce monde que sans doute pas mal d'auditeurs ne connaissent pas? Alors, la psychiatrie, c'est un univers passionnant parce qu'on a à réfléchir à comment accompagner les personnes et les remettre en route dans leur vie et qu'elles puissent retrouver une qualité de vie la meilleure possible. On est confronté à de multiples problèmes. Déjà le fait que durant les études infirmières, il n'y a plus qu'en 3 ans 40 heures de psychiatrie théorique pour les étudiants, donc ils ne savent absolument pas ce que c'est que la psychiatrie. C'est à nous de les former une fois qu'ils sont déjà employés dans l'hôpital. On a un gros manque de moyens financiers. La sécurité sociale, dont le budget va être voté prochainement, doit encore faire, je crois que c'est 15 milliards d'économies cette année. Donc ça va poser un sérieux problème. Le secteur du médico-social dans lequel travaille Maria, toutes les structures sont en grand déficit. La psychiatrie sur le budget général n'est pas en déficit, mais au prix de la fermeture de la moitié des lits. Ça a commencé il y a 15 ans, ça s'est précipité les 6 dernières années. Et on voit que sur la France, c'est le même mouvement. Il y a des rapports qui montrent que jusqu'à 2019, il y a plus de 5000 lits qui ont fermé sur la France. Et que ça s'est accéléré entre 2019 et cette année, et c'est toujours en cours. Donc on n'a plus les moyens d'accueillir les personnes correctement, d'autant plus que pendant le Covid, beaucoup d'enfants se sont trouvés mal, ont développé des angoisses, du mal-être. Il y a des files d'attente pour les prendre en charge qui sont interminables, ça va entre 3 mois et 1 an suivant les territoires. Nous, on n'a plus que 23 lits de pavillon d'entrée alors qu'il y en avait le double. Et on a beaucoup plus de gens qui sont touchés par... plus forcément, il y a toujours de la psychiatrie telle qu'on l'entendait il y a quelques années, mais on a beaucoup de gens qui sont en burn-out, qui souffrent de dépression parce que justement, ils n'arrivent plus à finir leur mois. Il y a une perte de sens dans leur travail, ils ne se retrouvent pas dans la société actuelle. On a beaucoup d'agriculteurs qui plongent financièrement, ne s'en sortent plus, n'arrivent pas à investir tout ce qu'ils doivent faire au niveau démarches administratives parce que tout est numérisé et ils commencent à se noyer. Donc ça, c'est un problème qui est important sur notre territoire. Et on ne peut pas accueillir les patients suffisamment rapidement ou au prix d'en faire sortir d'autres un peu trop vite. Par contre, on a un très beau site à Laragne qui est en pleine nature et qui nous permet de soigner les gens dans des pavillons qui sont tous ouverts. On essaye d'avoir vraiment un minimum de recours à l'isolement et on n'utilise absolument aucune contention. Et ça, c'est des valeurs et une vraie culture de la psychiatrie à Laragne qu'il nous faut absolument conserver. Et c'est pour ça qu'on se mobilise et on milite pour conserver la formation interne pour les jeunes arrivants, pour les entourer, leur apprendre le métier, leur apprendre à réfléchir, leur donner des lectures, leur apprendre l'histoire de la psychiatrie qui a beaucoup évolué après-guerre. Et les patients psychiatriques ont été laissés complètement à l'abandon, sans nourriture, sans de quoi se chauffer. Ça a été vraiment, vraiment dramatique, en plus de l'eugénisme qui a eu lieu aussi. Et de là est découlé un mouvement qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, qui fait que dans l'établissement, l'ensemble des personnels qui y travaillent, quel que soit leur poste, du moment où ils sont en contact avec le patient, font pour nous partie intégrante du soin. Et ça, là aussi, on essaye de conserver une partie de la formation professionnelle interne pour donner un apport psychiatrique au personnel, quel que soit son poste dans l'établissement. Moi, ça me parle beaucoup dans ce que tu dis, parce que vraiment, il y a voir la personne
comme sujet, quoi. C'est-à-dire, et pas simplement comme une affaire comptable, économique, qu'on ne sait pas où mettre. Et ça me parle beaucoup parce que moi, dans les auditions citoyennes, quand les gens se sentent mal, c'est surtout lié à ça, quoi. C'est qu'à un moment, alors là, ils sont pas dans des conditions psychiatriques, mais c'est qu'ils se sentent plus considérés dans ce qu'ils sont. Et moi, ça me parle beaucoup, là. Voilà. Et effectivement, mais le problème, comment on fait avec un monde qui se veut de plus en plus rentable et voilà, comment vous tenez là-dedans, quoi, voilà. Il faut sortir de ce monde, je crois. On arrive à des choses où ce qui était financé par la sécurité sociale ne l'est plus. Par exemple, dans une structure médico-sociale, pour augmenter le temps de psychologue, ils ont augmenté le tarif de journée qui est à la charge du patient. Donc le patient finit par financer hors sécurité sociale son soin. Et ça, c'est pas possible. On voit les déremboursements des médicaments, on y est aussi, et les pénuries. Alors ça, on y est confronté, les pénuries de médicaments, ça devient un peu trop régulier. Les médicaments qui ne sont plus fabriqués, nous on a des patients qui étaient très bien stabilisés avec certains traitements. Les labos ont arrêté de fabriquer ces traitements. Depuis, ces patients ne sont plus stables et n'ont plus une qualité de vie qu'ils avaient auparavant. Des gens qui retravaillaient, qui vivaient dans la société, sont hospitalisés la moitié de l'année. Parce que leur traitement n'est plus fabriqué par les labos pour des histoires d'argent. La santé, c'est pas une marchandise. L'école, c'est pas une marchandise. Toutes les structures de services publics, d'autant plus quand on avance vers un dérèglement climatique fort, où on sait qu'il va y avoir des catastrophes, des sécheresses, il faut que les pompiers, les urgentistes, ça va générer de la souffrance. Donc malheureusement, la psychiatrie doivent être là pour accompagner tout ça. L'hôpital général, quand on va être face à une catastrophe, il faut pouvoir prendre en soin les gens, quel que soit leur revenu. Et quand on accueille beaucoup de migrants parce qu'ils ont des parcours migratoires très difficiles, donc ils sont en souffrance réelle pour beaucoup d'entre eux. Et quand j'entends dire qu'il ne faut pas prendre ces gens-là en charge, si on n'apporte pas un minimum de soins aux migrants, si on n'apporte pas un minimum de soins aux SDF qui sont dans la rue, on se retrouve avec des retours d'épidémie. Comme on parle en ce moment des punaises de lit, mais il y a les poux, on a de nouveau la gale, on a de nouveau des problèmes de tuberculose qui n'existaient plus, et ça par manque de soins des gens les plus pauvres de notre société. Et avec l'appauvrissement qu'on subit tous, parce que quand même, il faut rappeler que les fonctionnaires, depuis l'an 2000, ont perdu plus de 25% de salaire en euros constants, alors que le milieu ouvrier, tant mieux pour eux, on va pas les regarder, ont augmenté de presque 15% leur salaire. On se retrouve, nous, quasiment paupérisés, parce que notre niveau de vie baisse. D'où la pénurie... D'où la pénurie de soignants. De personnel. Si on ne trouve pas de soignants, que ce soit des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux, des moniteurs éducateurs spécialisés, il n'y a plus personne qui est intéressé par cette profession, puisqu'ils sont pas assez payés, la profession n'est pas assez revalorisée. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, parce qu'autrement, les hôpitaux ou même le médico-social ou même le social va se retrouver à un moment donné qu'avec des faisans en fonction des personnes qui ne sont pas formées, et d'où après un manque de cohérence dans l'accompagnement que ce soit des résidents, des patients ou des jeunes en difficulté sociale. Et la qualité de l'accompagnement. Voilà, la qualité de vie de ces personnes-là. Du coup, ces personnes-là ne sont plus prises en compte parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Ça part vraiment d'un bon sentiment. Mais si les personnes ne sont pas formées correctement, ce n'est pas possible d'accompagner ces personnes en difficulté, que ce soit en psychiatrie, que ce soit en MEX, que ce soit dans le médico-social. Ce n'est pas possible. Dans les EHPAD. Et dans les EHPAD aussi, effectivement. Dans tous les lieux, et dans tous les lieux d'accueil, en fait. De toute façon, s'il y a des formations professionnelles, c'est pas pour rien, non? Sinon, ça sert à quoi? On a la mise en place d'un logiciel de remplacement dans quasiment tous les établissements de France. Et on arrive à mon avis, on va arriver à l'épuisement de certains salariés
qui, pour arriver à avoir un niveau de vie correct, prennent des missions sur ce logiciel. Et là, j'ai une collègue qui m'a dit que demain, elle allait travailler 2 matins dans un service qu'elle a pris sur le logiciel, puis son service normal d'après-midi. Ce qui veut dire qu'on est complètement dans l'illégalité au niveau du travail, puisqu'elle va faire 15 heures d'affilée. Et après ça, elle va prendre sa voiture et rentrer chez elle à plus d'une demi-heure ou 3/4 d'heure de route. Donc on arrive à une mise en danger des agents, une négation du droit du travail complète, on s'assoit dessus, et c'est une porte ouverte à arrêter les 35 heures, alors que nous on demande 32 heures pour justement pouvoir s'épanouir dans nos vies, avoir plus de champ libre pour déjà moins se déplacer, parce qu'on est dans un département où malheureusement le transport en commun est très peu développé. Je vais faire une émission là-dessus le 9. Très bien. D'abord, vous pouvez être à l'écoute. Ça sera sur la question des déplacements, puisque la question du soin est une question énorme qui est posée. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent que c'est difficile de se déplacer, et c'est 42% des gaz à effet de serre dans notre département, record de France. Et en parlant des soins, nous, la plus grande difficulté qu'on rencontre justement dans le médico-social, c'est l'accès aux soins pour tous. Parce que les personnes en situation de handicap n'ont pas accès aux soins comme les autres. Ce n'est pas vrai. Quand on veut prendre un rendez-vous pour un scanner et que la personne a de gros troubles du comportement et qu'il faut justement une anesthésie pour passer le scanner, on n'a que des refus. Il faut qu'on aille à Marseille ou qu'on aille à Aix, en sachant que justement le fait d'aller loin, c'est pendant le trajet, ces personnes-là ont aussi des troubles du comportement. Donc c'est vraiment quelque chose enfin, je trouve, il y a des questions qui se posent là-dessus. Comment en 2023 l'accès aux soins pour tous, mais c'est pas vrai, c'est pas pour tous, parce que justement ces personnes-là en situation de handicap, ils ne peuvent pas accéder. Je sais que c'est aussi par rapport à une méconnaissance des médecins, de certains soignants sur l'autisme, et la méconnaissance fait que la différence fait peur, mais peut-être aussi que justement là dans les formations, il y a certains, ils ont une demi-journée sur l'autisme, une demi-journée. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, ils développent aussi des cours et de l'enseignement à ce sujet-là. Alors je propose qu'on se fasse une petite pause musicale avec Wim Mertens. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu avais choisi cette chanson Alors j'ai choisi cette chanson parce que quand j'étais en formation de moniteur éducateur, donc il y a quand même assez longtemps, j'ai fait un stage en pédopsychiatrie avec des enfants avec autisme. C'était la première fois où je découvrais l'autisme. Et j'ai travaillé avec une musicothérapeute. Et du coup, j'avais amené à l'époque une cassette avec cet auteur. Et les résidents avaient vraiment accroché. La musique leur avait plu, et du coup, on avait pu justement danser avec eux. Et il y avait eu une relation qui s'est établie sur cette musique-là. Donc, du coup, c'est vraiment un bon souvenir. Alors, si vous êtes à côté de personnes, n'hésitez pas à danser. Et on est parti, on écoute Wim Mertens, Struggle for Pleasure. For Pleasure. For Pleasure. Désolé. Je crois que ça veut dire le plaisir de la lutte en plus. On est encore sur antenne, donc on entendra ça, et je pense que c'est pas mal comme thématique, et ça met du positif.
vous êtes bien sur KTB Radio et on écoutait Wim Mertens, Le plaisir de la lutte. Et on était en train de discuter de la situation de l'hôpital psychiatrique. Et puis je propose qu'on parle un peu de l'autisme. Comment ça va au CHBT, voilà, au CHBD. Alors la masse d'accueil spécialisée Soleilham, elle accueille 21 résidents. Et je dois dire que depuis qu'on est implanté, depuis que la masse a ouvert en 2005 à l'hôpital, bon, certes, il y a des problèmes peut-être financiers, mais nous, on n'est pas vraiment impacté dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a toujours eu les salariés nécessaires. On a toujours pu fonctionner avec un budget conséquent pour les activités. On a aussi un travail en partenariat avec les parents des résidents et une équipe qui est quand même pluriprofessionnelle et une équipe qui, je peux dire, est extraordinaire dans le sens où tout le monde amène un petit peu de sa personnalité, de ses compétences. Et on est tous dans la création justement des fois de nouveaux outils pour amener un confort et un meilleur accompagnement aux résidents qui ont beaucoup de troubles sensoriels. Donc des fois, il faut vraiment beaucoup d'imagination pour pouvoir les accompagner. Et beaucoup d'observation et de recherche aussi pour savoir pourquoi des fois ils ont des troubles du comportement, parce que des fois ça peut être vraiment des choses infimes et ça nécessite vraiment un professionnalisme et une observation quand même assez fine. Donc les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est actuellement, oui, sur le recrutement de personnel, la revalorisation aussi des personnels qui se sentent pas toujours reconnus, pas forcément par le CHBD, mais par l'État, parce que pour eux, en plus il y a un clivage des soignants et des éducateurs, parce que souvent quand il y a des décrets ou des revalorisations, on parle des soignants, mais on oublie justement les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés, toute cette branche. Après, je ne peux pas dire que ça se passe mal, non. Moi je dis que ça va à la masse. Sincèrement, le problème justement d'accès aux soins, celui-là il est récurrent, c'est sûr. C'est un gros problème puisque nous avons des résidents qui vieillissent et on a de plus en plus de difficultés justement à avoir des rendez-vous. On sait que personne lambda, on a déjà sur ce territoire des gros problèmes à prendre des rendez-vous ophtalmologiques, gynécologiques, etc. Donc c'est majoré par rapport au handicap et à la différence. Et à l'incompréhension, je pense, et le manque de formation de médecins aussi et de certains soignants vis-à-vis de cet handicap. Alors moi je vais vous poser une question mais complètement naïve, il ne faudra pas m'en vouloir si elle est mal posée. En fait, il y a 30 ans, j'étais, oui il y a 30 ans, 20, presque 30 ans, j'étais prof de questions existentielles en fait en Belgique et je partais des questions existentielles des jeunes. Et donc ils arrivaient avec leurs questions, soit par la chanson, soit par la question artistique, soit par le jeu de rôle. Et on travaillait avec eux les grandes questions existentielles qu'ils avaient choisies. Ça peut être la dépendance, la souffrance, l'amour, toutes les grandes questions qu'ils avaient. Et moi, c'est vrai que souvent, j'avais comme thématique, disais que voilà, essayez de faire de votre vie une œuvre d'art. C'était des adolescents, ils avaient 16, 17 ans, 18 ans. Faites le choix de votre vie, devenez autonome. Il y avait toute cette réflexion que j'avais, moi, imprégnée aussi des lectures, voilà, qui sont pour que l'homme devienne sujet de sa vie, pour que l'homme quitte un peu toutes ses dépendances et devienne véritablement, voilà, puisse décortiquer des choses et puisse faire ce qu'il veut de sa vie. Et je me souviens qu'il y a un élève qui lui justement après avoir eu plusieurs personnes m'est arrivé avec une chanson. J'ai jamais rien pu répondre. Il me dit voilà, moi j'ai ma maman, voilà, il y avait quelqu'un dans sa famille qui avait quelqu'un en dépendance et qui m'a posé cette question sous forme de chanson. Et c'était voilà, on dit toujours qu'il faut que nos enfants sont pas nos enfants, etc. Mais quand on va continuer à les avoir, et c'est vrai qu'ici j'ai fait beaucoup d'auditions et il y a beaucoup de gens qui sont aidants de maladies, de maladies longues, etc. On est dans un territoire aussi en même temps qui est vieillissant
et on revoit que c'est ces aidants qui tiennent les associations d'aidants. Et donc, m'était revenue cette question-là, et comme je vous rencontre, je vais vous passer cette chanson, Linda Lemay, Ce que l'on met au monde. Et puis, peut-être elle est mal posée, hein, donc moi, voilà. À toutes ces chansons qui vous... Bonjour à tous, c'est Damcam. Suite à la venue de notre ami Fred Dom, chanteur, auteur, compositeur dans l'émission Parlons Musique, il nous a laissé quelques souvenirs à gagner. Attention, tenez-vous bien, à gagner 10 albums de Fred Dom, à gagner Éclat de vie et Originel. Alors comment on peut gagner ces albums? C'est tout simple, vous allez sur l'application de KTB Radio, téléchargeable sur Play Store, c'est une application gratuite, n'hésitez pas. Une fois que vous avez l'application, vous allez sur l'onglet dédicaces et vous nous laissez une dédicace, 7 dédicaces. Attention, les 10 premiers auront leur album en disant KTB Radio, la radio du peuple, nous on adore. Et les 10 premiers qui nous laissent ces dédicaces recevront un des albums de notre ami Fred Dom. Allez, tous sur votre téléphone et tous sur l'application KTB Radio. Il y a des chansons qui vous pincent le cœur, qui vous font voir un peu le bon côté des choses qui vous font... Comment ça va sur KTB Radio? Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit. Ils ont une vie à vivre, on ne peut pas dessiner les chemins qu'ils vont suivre, ils devront décider. C'est une belle histoire que cette indépendance. Une fois passé les bois et la petite enfance, qu'il ne faille rien nouer, qu'on ne puisse pas défaire, que des nœuds pas serrés, des boucles, si l'on préfère. Ce que l'on aide à naître ne nous appartiennent pas. Ils sont ce qu'ils veulent être, qu'on en soit fier ou pas. C'est ce que l'on nous dit, c'est ce qui est écrit. La bonne philosophie, la grande psychologie. Et voilà que tu nais et que t'es pas normal. T'es dodu, t'es parfait, le problème est mental. Et voilà que c'est pas vrai que tu vas faire ton chemin, car t'arrêteras jamais de n'être qu'un gamin. Tu fais tes premiers pas, on se laisse émouvoir, mais les pas que tu feras ne te mèneront nulle part. Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir? Si c'est ma jupe à moi, pour toujours qui t'attire. C'est parce qu'on m'avait dit j'étais pas préparée. T'es à moi pour la vie, le bon Dieu s'est trompé. Il y a le diable qui rit dans sa barbe de feu, et puis qui me punit de l'avoir prié un peu. Pour que tu m'appartiennes à la vie, à la mort, il t'a changé en teigne, il t'a jeté un sort. T'es mon enfant d'amour, t'es mon enfant spécial, un enfant pour toujours, cadeau des étoiles, un enfant à jamais, un enfant anormal. C'est ce que j'espérais alors. Pourquoi j'ai mal? J'aurais pas réussi à me détacher de toi. Le destin est gentil, tu ne t'en iras pas. T'auras pas 18 ans de la même façon que ceux que le temps rend plus homme que garçon. T'auras besoin de moi, mon éternel enfant, qui ne t'en ira pas vivre en appartement. Ta jeunesse me suivra jusque dans ma vieillesse. Le docteur a dit ça, c'était comme une promesse. Moi qui avais tellement peur de te voir à m'échapper, voilà que ton petit cœur me jure fidélité.
Toute ma vie durant, je conserverai mes droits, mes tâches de maman, et tu m'appartiendras. Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. C'est ce que l'on nous montre, et c'est ce que l'on croit. C'est une belle histoire que cette histoire-là. Mais voilà que surprise, mon enfant m'appartient. Tu te fous de ce que disent les auteurs des bouquins. T'arrives et tu m'adores et tu me fais confiance. De tout ton petit corps, de toute ta différence, je serai pas là de passage comme les autres parents qui font dans un mariage le deuil de leur enfant. J'aurai le privilège de te border chaque soir, et certains jours de neige de mettre ton foulard à l'âge ou d'autres noms que cette visite rare qui vient et qui repart par soir de réveillon. Tu seras le bâton de ma vieillesse précoce, en même temps que le boulet qui drainera mes forces. Tu ne connais que moi et ton ami Pierrot, que je te décris tout bas quand tu vas faire dodo. Et tu prends pour acquis que je serai toujours là pour t'apprendre cette vie que tu n'apprendras pas. Car ta vie s'est figée, mais la mienne passera. Je me surprends à souhaiter que tu te trépasses avant moi. On peut pas t'admirer autant que je t'admire, moi qui ai la fierté de te voir m'appartenir. Je voudrais pas qu'on t'insulte et qu'on s'adresse à toi comme à un pauvre adulte, parce qu'on te connaîtrait pas. Si le diable s'arrange pour que tu me survives, que Dieu me change en ange, que je puisse te suivre. Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas, à moins de mettre au monde un enfant comme toi. C'est une belle histoire que celle qui est la nôtre. Pourtant, je donnerais ma vie pour que tu sois comme les autres. Moi, j'avais absolument pas su quoi répondre. J'avais été un peu choqué par des choses, etc. Mais j'avais envie de le mettre là. Voilà, je sais pas du tout. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que pour une personne en situation de handicap, la difficulté, elle est là. C'est essayer de travailler sur ses désirs, ses besoins, tout en sachant que des fois c'est compliqué, surtout quand ils ne communiquent pas. Et pour les parents, c'est très compliqué de savoir et de se dire peut-être qu'après, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et ça, c'est une réelle angoisse pour eux. Ils peuvent en parler, pour certains. C'est peut-être même l'angoisse principale des parents, l'après, pour leurs enfants, quoi. Parce que des fois, il y a des frères et sœurs, donc ils reportent la responsabilité, quoi, sur le frère ou la sœur, voilà, mais des fois il n'y a personne, et ça c'est une grosse angoisse pour les parents de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants quand on sera plus là, quoi. Et par contre, alors il y a les trois secteurs, pour moi, on parlait de la psychiatrie, il y a le secteur social, ça peut être les deux secteurs un peu plus défavorisés, je vais dire. Et le secteur du handicap, il a la chance, entre guillemets, la chance, c'est que le handicap, ça tombe sur tout le monde. Ça tombe pas que sur les pauvres. Ça tombe aussi sur les gens d'une certaine catégorie socio-professionnelle, un peu haute, tout ça. Donc du coup, ils sont mieux défendus, les personnes handicapées. Souvent, vous regardez dans des associations comme l'ADAPI, c'est l'association des parents et des amis des personnes handicapées. Et derrière, il y a le Lions Club, qui financent des trucs organisés, mais c'est très bien, parce que justement, des personnes riches ont des enfants handicapés aussi. Et c'est un peu leur carte
subsidiaires, on va dire, voilà, donc qui sont un peu plus défendus que les autres secteurs, quoi, justement. Oui, les associations de parents, c'est grâce à eux que, Voilà. l'évolution qu'il y a pu avoir au niveau de la prise en charge du handicap, c'est grâce aux associations. C'est sûr que dans le secteur social, c'est pas trop le cas. Non, voilà, c'est ça. Et dans la psychiatrie est anonyme, entre guillemets, donc une personne adulte qui a des problèmes psychiatriques, il n'y a peut-être pas sa famille derrière pour le défendre, et donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça que... Et peut-être qu'aussi, justement, quoi, je sais pas, j'ai un regard extérieur de l'hôpital, mais étant donné qu'il y a un mélange de psychiatrie et de médico-social au niveau des budgets, c'est peut-être... le salut de la psychiatrie, c'est peut-être le médico-social, parce que dans le secteur de l'autisme, il y a peut-être un peu plus de fonds. Quoi, je sais pas, c'est une question, peut-être je me trompe, mais il y a peut-être un peu plus de fonds au niveau de la psychiatrie, je sais pas. Ça pouvait être avant, mais pas maintenant, je crois. En fait, quand les structures médico-sociales ont ouvert, elles avaient des budgets relativement confortables, Maintenant, qui se sont sûr. réduits très rapidement, hein, parce que ça fait... le FAM n'est pas ouvert depuis très longtemps. Ouais, mais ça fait La masse, 2-3 ans, on va dire. La masse, ça a tenu plus. Ouais. Les financements ne sont pas les mêmes non plus. Tu seras plus à même de répondre que Oui, moi, non, Maria, bien mais sûr. vous, c'est du sanitaire, une branche de la sécurité sociale qui n'est pas la même que la nôtre. Et par exemple, le foyer d'accueil médicalisé, c'est moitié sanitaire. Donc sanitaire, c'est la Sécu, et moitié département. C'est ça, ouais. Et le département voit lui aussi son budget diminuer. Donc ils ont un peu la double peine, entre guillemets. C'est ça. Nous, c'est que l'ARS. La sécurité sociale. Parce qu'on dit souvent l'ARS ne fait que distribuer les budgets, le budget vient de la sécurité sociale. Et toi, Fred, en fait, entre autres, il y a plus à barrer, tu en as parlé au tout début, mais c'est de ça que j'aurais voulu un petit peu, il y a plus à barrer, c'est ce lieu d'accueil pour des personnes en difficulté dans nos territoires, comme il pouvait y avoir dans plein d'endroits, c'est ce qui souvent faisait vivre un village. Moi, j'ai fait 25 auditions à barrer. Tout le monde me parle de cette époque. Ça s'appelle la désertification rurale. Bah alors les gens, parce que ça suit après, c'est la désertification par le travail, mais c'est déjà 5 paysans qui en moins, puis après ça, c'est ça qui en moins, puis après, je veux dire, c'est l'école primaire qui disparaît, puis après, c'est la déchetterie, j'ai fait le Val d'Oule, la déchetterie maintenant, elle est hyper loin, l'école elle est loin, tout est loin, les déserts alimentaires, les déserts... Or, c'était des lieux où on pouvait créer ce genre de choses. Bien sûr. Et donc, voilà. Ça faisait quand même vivre... donc, c'était barré, donc le Val des Roches, c'était un lieu qui accueillait 40 résidents. Donc, il y avait 4 groupes de 10 personnes. Et il y avait 65 personnes, si je ne m'abuse, qui travaillaient au Val des Roches. Donc, il y avait un CE. Il y avait de l'emploi, c'est ça, localement. Et du coup, comme quand il y a au moins 50 personnes qui travaillent, donc il y a un CE qui s'est créé, quoi. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, dans le secteur de la Méouge, ça faisait quand même travailler pas mal de personnes. J'avais des collègues de travail qui n'avaient pas le permis et qui avaient l'opportunité de pouvoir travailler sur place. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. C'était une activité dans la Méouge. Vous avez eu aussi des pertes d'emploi à l'hôpital psychiatrique ? Alors pas vraiment, on a eu un changement d'emploi parce que les structures médico-sociales sont... Alors la masse a été créée lorsqu'un service de psychiatrie a fermé en même temps pour justement qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, mais les emplois ne sont pas les mêmes. Comme l'a dit Maria, malheureusement, les AES, les moniteurs éducateurs, les EduxP sont moins bien rémunérés, leurs grilles de salaire sont moins intéressantes que celles qui sont du côté du soin, plus que de l'accompagnement. Et il y a eu une perte de salaire du fait du changement de diplôme dans les structures. Le foyer d'accueil médicalisé, alors là les patients sont restés les mêmes et on a changé le personnel. De la même façon, ce sont des gens qui sont moins rémunérés. Alors il y a eu un nombre d'emplois qui est resté sensiblement le même. On était, je crois, à 550 quand on a fusionné avec l'EHPAD du Chabre il y a quelques années. Il doit y avoir plus de 15 ans maintenant. Et là, on doit être autour d'un peu plus de 500
personnes. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a énormément de recours au CDD. Beaucoup plus qu'auparavant. Ça, c'est aussi un peu le problème de la fonction publique hospitalière qui est aussi touchée dans son fonctionnement et dans ses droits surtout. Mais l'emploi en nombre a été conservé. En salaire moyen, non. Ouais. Ce qui pour un territoire est très important parce qu'on que paye les impôts, consomme, on paye les impôts locaux, même si voilà, et on consomme sur place. Et c'est vrai que tout est lié, parce que j'ai fait une audition la fois passée, c'était avec les boulangers. Les boulangers, il y a des boulangers ici à Serres qui ont eu des augmentations d'électricité x10, x20 liées à la privatisation des marchés d'électricité. Il y a un boulanger qui a fermé à Laragne par rapport à ça, le petit boulanger sur la place de la Fontaine, Pierre, que je connais très bien. Il a fermé boutique parce qu'il ne pouvait plus payer l'électricité. Et en fait, et après il y a des Marie Blachère qui s'installent et les gens après ça ils se disent ouais purée, mais moi je ne m'en sors plus, j'ai mon salaire qui est tellement bas, et puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à un moment voilà, et c'est vraiment tout ça qui fait qu'il y a un secteur après qui disparaît, quoi. Je veux dire qu'il y a une économie locale qui disparaît parce qu'on n'a plus assez dans nos salaires, on n'a plus assez, donc ça a des conséquences directes sur une économie locale qu'on essaye de vivre et tout le reste. Moi quand j'ai fait à peu près 400 auditions à Veynes, quand les gens me parlaient de tout ce qu'il y avait comme ouvriers dans le secteur des transports qui étaient là, etc., et toute la vie économique qui allait avec, quoi, je veux dire, et donc voilà. On va parler dans une dernière partie sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le monde de la psychiatrie, pour que nos territoires se développent, pour qu'on puisse revoir des choses, pour qu'on puisse accompagner le mieux possible les personnes dans l'autisme et tout ça. Et juste avant cette dernière partie, on allait écouter ta chanson, La Forêt Vierge. Et peut-être pourquoi tu l'as choisi. En fait, c'est de la percu. En fait, c'est Gouem, un percussionniste africain, avec Zaka Percussion. Et en fait, quand j'étais à Barré, j'animais un atelier de percu avec des personnes handicapées. Et justement, je voulais un peu en parler aussi parce que la chanson que tu nous as fait écouter sur le handicap, des fois, ne serait-ce que travailler une petite chose pour que ça évolue, on va dire d'1 millimètre, des fois c'est une victoire. Mais c'est énorme, il faut mettre la barre haut justement. Et j'en viens aussi par rapport au financement de la Sécu, c'est tout lié. Par exemple un CAT, maintenant on le rend autonome, donc ça veut dire qu'on lui verse plus d'argent et il perd de sa fonction. Parce que la fonction c'est pas un CAT, c'est un ESAT maintenant, c'est les centres d'aide par le travail pour les personnes handicapées par exemple. Le but c'est de mettre la barre haut et de pouvoir que la personne handicapée puisse intégrer le milieu ordinaire du travail à un moment donné. Et là, c'est plus le cas parce que maintenant, on prend des personnes qui sont au top pour les faire travailler, pour rentabiliser les actes et pour le rendre autonome. Et du coup, on va utiliser plus des personnes psychiatriques qui physiquement sont en pleine forme et qui vont pouvoir abattre un bon travail, alors que c'est pas du tout ça le but de ces entreprises d'insertion, parce que voilà, c'est ça qui est important, c'est des entreprises d'insertion pour les personnes handicapées. Et quand on descend plus bas, c'est pareil, dans un foyer de vie, on ne les fait pas travailler, mais on essaie de faire avancer les personnes pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible. Ça veut pas, il y en a peut-être qui vont se faire dessus toute leur vie, mais on va essayer de travailler et ça va peut-être évoluer, mais c'est pas grave, c'est d'essayer juste de faire avancer les choses, et il y en a avec qui on va pouvoir avancer grandement et les faire très évoluer. C'est variable et il n'y a pas de baguette magique de toute manière. Et donc, pour en revenir au percu, les personnes trisomiques ou déficientes, enfin il y a de tout, quoi, des personnes psychotiques qui ont des grandes capacités artistiques, et on méconnaît tout ça. En fait, par exemple, dans le Vaucluse, à côté de Coustelet, il y a un établissement musical qui s'appelle La Gare, qui fait de la musique, et ils ont monté un projet avec des personnes handicapées, des musiciens professionnels et des personnes handicapées. Ils ont créé un spectacle, et c'est fabuleux. Et du coup, le handicap disparaît sur scène.
On ne voit plus tout ça. C'est des artistes. C'est des artistes. Et ils sont considérés comme les autres. C'est ça qui est important. Comme la danse, le flamenco, les personnes en situation. Voilà, ma tante et mon oncle tiennent un centre de danse flamenco sur Marseille et ma tante s'est investie avec des personnes handicapées, trisomiques, tout ça, et elle anime donc le cours de danse et elle les fait participer au spectacle et ils sont fabuleux, quoi. En tout cas, moi, quand j'ai été voir Sandrine, quand j'avais été voir et toi, Fred, etc., on se connaît moins, Maria, voilà. Mais moi, je suis toujours touché par votre humanité, pour ce que vous essayez de remettre plein de gens debout, et puis autant dans le combat avec les salariés, avec ce que tu fais au CHBD, et puis ça me marque beaucoup. Et puis, je pense qu'on va tous aller écouter La Forêt Vierge et les percussions. Voilà. Merci on va poursuivre, rester en ligne sur KTB, mais on va poursuivre avec des idées de solutions. Ça pourrait même être sympa de réfléchir à des mesures et des choses pour ce territoire en musique, quoi. Oui, carrément. Comme ça, je coupe pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce monde soit plus beau? Déjà, de fonctionner en microstructure, comme on a pu le faire. Parce que j'ai l'impression que chaque fois, c'est des gros blocs, des grosses institutions. Par exemple, je prends le cas donc au Val des Roches, à Barré, il y avait une petite structure qui était au Bersac, un lieu de vie de 6 adultes handicapés, qui était accompagné d'une équipe d'éducs, tout ça. Donc ils étaient autonomes, ils faisaient leur bouffe, leur lessive, tout ça, ils avaient leur jardin. Et ils ramassaient les pommes, ils s'étaient entendus avec des paysans, et donc après ils pressaient les pommes, ils faisaient du jus, tout ça, ils faisaient les œufs, ils essayaient de vendre un peu, ils avaient une petite caisse. Et puis du jour au lendemain, la DSEA a décidé que c'était plus rentable, et que c'était pas bien, alors que c'est une structure à échelle humaine, quoi, avec pas beaucoup de résidents, tout ça. Et du jour au lendemain, ils ont fabriqué une cuisine centrale. Donc pour donner à manger sur tous les lieux de la DSEA, par exemple Rosan, Barré, La Roche-les-Arnaud, tout ça, alors qu'avant tous ces lieux-là avaient une cuisine sur place et la bouffe était fabriquée sur place et il y avait des cuistots. Et maintenant ils ont des belles barquettes cuisinées, refroidies, en plastoc. Voilà. En fait, tout ce qu'on peut rêver d'en commun, c'est vraiment parfois des choses qu'on a su faire ici. Mais bien sûr. Ici et dans toute la France. Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petites structures. Là, en l'occurrence, c'est vrai que je rebondis aussi. Pour les personnes avec autisme, nous, on a un groupe de 10 et un groupe de 11. Il faudrait des groupes de 6, justement, à échelle humaine. Donc déjà, partant de là, puis après, je pense aussi qu'il y aurait un gros travail à faire au niveau de tout ce qui est formation, enseignement.
de l'inclusion aussi, parce que c'est bien d'avoir des structures comme on peut avoir, mais si l'autisme était pris en charge correctement dès le départ, peut-être que justement l'inclusion à l'école, la formation des profs aussi, puisque du coup, des enseignants qui ne connaissent pas le handicap, la formation aussi des médecins qui ne connaissent pas le handicap, et etc., etc. Et tout ça favoriserait justement une meilleure inclusion de ces personnes, une meilleure vie, une qualité de vie pour toutes ces personnes en situation de handicap, et aussi du coup handicap psychique et même pour ceux qui sont en difficulté sociale. Et je dirais même, à l'heure où on réfléchit pour nos personnes âgées, on a vu les différentes affaires, là, problèmes de thunes et tout. Pourquoi on fait de la maltraitance aujourd'hui. Et les crèches. Mais justement, dans nos villages, les personnes âgées d'ici, qu'on parle d'ici, donc quand on les retrouve à la Ragne, ils viennent des différents villages. Et pourquoi on ne crée pas des microstructures dans chaque village? On maintiendrait déjà les gens dans leur village. Déjà, ça les tuerait peut-être moins d'un coup, parce que le fait de la séparation, de les envoyer directement en EHPAD ou enfin au chambre, c'est compliqué. On sait très bien qu'il y a des personnes âgées qui le vivent très mal. Et donc voilà, peut-être, je ne sais pas, des choses à échelle humaine, mais peut-être, ça demande de l'investissement, c'est sûr, il faut des sous, tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour nos anciens qui ont participé à l'économie du pays, et d'un coup on les traite comme des moins que rien, quoi, en vérité. Et toi, Sandrine? Alors moi, je trouve que tant qu'on garde notre humanisme et qu'on est toujours animé et passionné comme ce que j'entends de vous et ce que je peux ressentir moi aujourd'hui, avec toujours en tête toutes les personnes qu'on a rencontrées et les histoires de vie qui finalement nous traversent quelque part, parce que comme tu dis, on y met beaucoup de nous. Ça me donne encore beaucoup d'espoir pour qu'on donne envie à des personnes de venir travailler dans notre champ d'activité et qu'on se batte vraiment, qu'on lutte, qu'on résiste, qu'on regagne la sécurité sociale et qu'on se mobilise. On a, nous, à la CGT, l'apéro des luttes qui peut se suivre sur Facebook, qui aura lieu, non pas demain, mais jeudi prochain, le 12, où je présenterai un peu plus globalement la psychiatrie. Comme ça va sortir le 11, donc c'est parfait, c'est demain. Très bien, alors c'est demain. le 12. Et le 13, il y a une manifestation européenne où l'ensemble des travailleurs qui ne sont pas satisfaits du monde dans lequel on vit actuellement, où il n'y a plus de place à la démocratie, où on essaye de détruire les acquis qu'on a mis en place après-guerre et qu'on a tenté de faire évoluer et qui depuis sont attaqués, détruits, mis à mal, et en premier lieu la santé. Et ça, la santé, comme tu disais Fred, et comme le handicap, ça touche tout le monde. Oui. Et on a tous dans nos territoires du mal à accéder aux soins. Si on n'a pas les moyens de descendre sur Aix ou Marseille, on est moins bien soigné. Je rencontre de plus en plus de gens qui n'ont plus de dents. Et ça, c'est dramatique parce que de là vient une sous-alimentation. Donc nous, en tout cas pour ce qui est de la CGT, on se mobilise pour que de nouveau les infirmiers aient une vraie formation en psychiatrie et qu'il y ait des budgets pour tout le champ et de la psychiatrie et du médico-social, les EHPAD et les structures du handicap et de bons salaires. C'est impératif. Oui, voilà, comme quoi il y a un autre monde qui est peut-être possible et qu'on va essayer de le construire ensemble. Et vraiment, moi, ce qui me parle dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, et je rappelle ici à nos auditeurs, là, en quelques secondes, l'idée de comment ça va. L'idée, c'est d'écouter les gens. Parce qu'en écoutant les gens, c'est eux qui ont des réponses sur ce qu'ils vivent. Et c'est eux qui ont en tête, à partir de ce qu'ils vivent, des idées de ce qu'il faudrait faire comme mesure. Et après, pour moi, les décisions, elles se font avec les branches. C'est des personnes qui travaillent dans le monde de la santé qui savent le mieux qu'est-ce qu'il faut faire pour le monde de la santé. C'est les personnes qui habitent ici qui vont réussir à recréer de l'emploi ici. Et en fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est mon objectif derrière toutes ces auditions, c'est que les gens, ils travaillent tous ensemble à un programme de territoire. Parce qu'un jour, plutôt que des gens se présentent comme députés, il faudra peut-être qu'eux-mêmes députent quelqu'un
pour qu'il aille vraiment, parce qu'ils auront créé ensemble quelque chose, tous ensemble. Et c'est vraiment en partant des gens qu'on peut créer quelque chose. Et l'idée de comment ça va, c'est parce que je pense que simplement, beaucoup de gens sont dans la souffrance, beaucoup de gens aussi, il y a des choses qui vont bien, mais c'est tout simplement par cette petite question banale qu'on peut arriver à continuer à avancer. N'hésitez pas à nous rejoindre, à faire des auditions citoyennes avec nous. On va de village en village, on pose la question comment ça va. On a fait quasi tout le Bouèche. Là, on auditionne les associations, les structures. On va faire des grandes agoras. On aura une agora sur la thématique de la santé. On n'a pas encore su la mettre en place, mais on n'a pas encore auditionné tout le monde. On va faire la même chose sur la question du déplacement. On en a fait une à Laragne avec plus de 200 personnes sur la question de se nourrir au pays. Et voilà, et n'hésitez pas à nous contacter pour l'association qui s'appelle Lien et écoute pour Lien et écoute sociale pour Agora. Voilà. Eh bien, vous êtes sur KTB Radio. Un grand merci et on rend l'antenne en musique avec Wim Mertens un peu plus loin que ce que on avait dû couper. Toi, tu entendais les putain. T'as pas entendu la musique? Oui, bon.